J'espère que vous vous portez très bien. Alors, nous allons essayer donc d'avoir une émission assez courte et puis revenir certainement donc demain pour vous donner donc le maximum donc d'informations concernant un peu des sujets donc d'actualité que nous allons donc aborder. J'espère que vous vous portez très bien dans les quatre coins du monde. Alors, bienvenue donc à notre émission Bidba. Bring the Ivorian Drum Back Again. On parlera surtout même de la transparence électorale en question. C'est un sujet donc brûlant, surtout après donc la décision du Conseil constitutionnel, ladies and gentlemen, qui continue toujours de faire couler beaucoup d'encre et de salive. On reviendra pas, on va pas tellement faire le tour de cette décision, mais on essaiera donc de revenir, de faire un point de façon générale sur ce qui s'est passé, puis donner exactement notre point de vue par rapport à tout ça. Donc, le Conseil constitutionnel se trouve donc au cœur, les gentlemen, donc d'une polémique qui donc interroge. Officiellement donc écarté donc pour défaut donc du parrainage, le candidat, M. Assalé Timoko Antoine, il a brandi donc un procès-verbal de la CEI faisant donc état donc de 41 906 signatures donc déposées. Dès lors, une question donc dérangeante s'impose. Comment expliquer que donc les parrainages validés par donc la commission électorale disparaissent dans le verdict du Conseil constitutionnel? Cette affaire donc de parrainage qui devait être un plus pour montrer que celui qui veut participer donc à l'élection présidentielle a une stature, mais devient un facteur pour écarter donc des candidats. Faut-il donc voir donc une simple erreur dans le cas de M. Assalé Timoko Antoine, une erreur donc de procédure, ou une équation politique où 41 906 voix finit par égaler à zéro? Parce qu'en réalité, c'est ce qu'il peut dire, il faut le dire. C'est revenu à zéro dans la mesure où M. Assalé Timoko Antoine, il n'a pas vu donc sa candidature donc retenue. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et bonjour à Madame Sabine et Nathalie Winner. J'espère que vous portez donc très bien. Donc, bref, le cas donc d'Assalé Timoko Antoine nous interpelle. Il ne reconnaît pas du tout, euh, si vous voulez, cette décision du Conseil constitutionnel. Et vous avez vu le cas donc de M. Afin Guesson, qui n'a pas reconnu, pour lui, le Conseil constitutionnel avait fait apparemment donc du faux. Et là, dans le cas de M. Assalé Timoko Antoine, on a l'impression que c'est la même chose, on nous parle un peu donc du faux. Donc, cher ami, si le Conseil constitutionnel fait du faux, je ne dis pas que c'est le cas, mais si le Conseil fait du faux, alors qu'on sait que ces décisions sont sans appel, alors dans quel monde sommes-nous? Voilà donc la question donc, de ce que nous posons. Au-delà donc de l'anecdote, c'est donc la crédibilité donc, du processus électoral qui se trouve, cher ami, ébranlée. La démocratie repose donc sur la confiance et la transparence. Or, si donc les documents présentés par le candidat recalé s'avéraient donc exacts, nous serons donc face à une affaire, cher ami, euh, non pas donc de juridique, une affaire juridique, mais mathématiquement et politiquement donc scandaleuse. C'est-à-dire, le Conseil constitutionnel, ladies and gentlemen, bonsoir à ma sœur Eugénie, co-host donc de l'émission d'ailleurs, voilà, le Conseil constitutionnel, au lieu donc de faire du vrai, fait du faux. Imaginez-vous un seul instant, c'est-à-dire que c'est l'arbitre suprême. C'est l'arbitre suprême. Et si le Conseil constitutionnel fait du faux, je n'ai pas dit c'est le cas, mais si le Conseil fait du faux, alors où sommes-nous dans cette situation? It's definitely big deal here. Donc, quand écoutant M. Assalé Timoko Antoine et puis M. Afin Guessan, on a l'impression que c'est bien ça. Ils ne reconnaissent non seulement donc M. Afin Guessan dit qu'on m'a attribué donc des parrainages qu'il n'a jamais déposés. M. Assalé Timoko pense en toi qu'il y a des parrainages qui se sont volatilisés.
Donc, où sommes-nous dans cette situation? Que fait réellement le Conseil constitutionnel? Pouvons-nous encore avoir confiance à ce Conseil constitutionnel? I don't know, and I don't really think so. What's going on here? So I believe something has to be done. And if you ask me what need to be done at this point, seriously, I don't know. I don't know. Everything is kind of a little confusing at this point. There is a confusion around the process. Alors donc, cher ami, on se retrouve dans une situation où on nous demande de croire, de faire confiance à ce Conseil constitutionnel alors qu'il y a des doutes. Vous comprenez? Hier, d'abord, donc le 16 septembre 2025, le ministre ivoirien donc, de l'Intérieur a sorti donc son manteau constitutionnel. Vous comprenez? Pour lui, c'est clair. Les décisions du Conseil constitutionnel sont définitives, sans recours, incontestables. Un rappel solennel qui sonne comme une vérité absolue. Normalement, théoriquement, c'est ça, une vérité absolue. Ah, quel beau discours, cher ami, dans une telle situation. Mais voilà. En Côte d'Ivoire, donc, l'histoire nous apprend que donc, les vérités absolues deviennent vite relatives, surtout les vérités du Conseil constitutionnel. Déjà, les gentlemen, déjà en 2000, quand le Conseil constitutionnel a recalé M. Alassane Dramane Ouattara, ses partisans ont trouvé donc la décision tellement incontestable qu'ils l'ont contestée avec fracas jusqu'à dans la rue et donc des chancelleries. Ça, c'était déjà donc en 2000. Tentative donc de sabotage du processus, tentative de coup d'État avorté. Je ne dis pas que c'est eux, mais il y a eu beaucoup de tentatives après. Et ensuite, pas tellement loin, déjà en 2010, M. Laurent Gbagbo, vous le savez, d'abord en tête au premier tour, avec près donc de 38%, suivi par M. Ouattara, je crois 32%, et M. Henri Konambédié 25%, mais M. Konambédié avait été clair qu'on m'avait volé 600 000 voix, qu'on a retiré mes 600 000 voix pour donner à un candidat. Qui? Je ne saurais vous le dire, vous comprenez? Donc déjà en 2010, Laurent Gbagbo, d'abord en tête donc, au premier tour, c'est proclamé donc vainqueur. Elle a été proclamée vainqueur par le Conseil constitutionnel. Donc, les gentlemen, c'est à quel moment donc les décisions du Conseil constitutionnel sont donc irrévocables? Voilà. C'est à quel moment? C'est-à-dire, c'est maintenant que les décisions du Conseil constitutionnel sont irrévocables ou bien c'était depuis longtemps? Parce que si c'est le cas, qu'on dit les décisions du Conseil constitutionnel sont donc irrévocables et sans appel. Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel avait déjà déclaré M. Laurent Gbagbo vainqueur d'élection en 2010. Donc, dans ces conditions, puisque les décisions sont irrévocables, donc M. Laurent Gbagbo devait donc le président. Si on s'en tient réellement à leur logique en ce moment, vous comprenez? Parce qu'en deuxième tour, M. Laurent Gbagbo, M. Yaoundé avait déclaré M. Laurent Gbagbo vainqueur de ces élections, avec pris donc de 52%. Et là encore, les gentlemen, grande surprise. Le camp de Ouattara, au nom, donc, puisque le Conseil constitutionnel avait déclaré M. Laurent Gbagbo vainqueur, le camp de M. Ouattara, au nom de la vérité donc, des urnes, a refusé donc d'accepter cette décision. Résultat, une crise post-électorale sanglante. On parle donc de plus de 3000 morts. Et aujourd'hui, ironie donc suprême, ceux-là même qui ont donc piétiné donc les décisions hier du Conseil constitutionnel viennent nous dire qu'il faut donc les respecter donc sans discuter. Vous voyez très bien qu'il n'y a plus de crédibilité. La loi serait donc sacrée, mais seulement quand ça les arrange. Alors, quand ça nous arrange, il faut donc respecter au sens stricto sensu les décisions du Conseil constitutionnel. Mais quand ça ne nous arrange pas, ah oui, on peut prendre la rue, on peut prendre les armes, on peut créer même tout ce qu'il faut en même temps pour contester les décisions du Conseil constitutionnel. Voilà un peu la situation, les gentlemen, dans laquelle on se trouve. Voilà le vrai problème. En Côte d'Ivoire, cher ami, la Constitution n'est pas donc une règle donc, du jeu immuable. C'est une, disons, une variable d'ajustement. On la brandit comme une Bible quand on est au pouvoir. Et on la rejette au feu quand on se retrouve donc dans l'opposition. Mais au-delà, c'est tellement de l'ironie et donc des contestations,
une vérité demeure. Nous devons donc tous respecter donc les décisions du Conseil constitutionnel, ça c'est clair. Mais là où il y a problème là où il y a problème, mais pas, donc, c'était pas par peur certainement donc du ministre ou bien donc du directeur donc de la gendarmerie ou autre. Hein. Nous devons réellement de façon générale respecter les décisions du Conseil constitutionnel. Voilà. Euh, Pas pour faire plaisir à Pierre ou Paul, mais par respect des institutions et par souci donc de paix et de stabilité. Car un pays ne peut pas donc s'avancer si la loi n'est pas respectée. Que par, si vous voulez, la loi n'est pas du tout respectée par quand, c'est-à-dire que la loi est respectée seulement quand on est au pouvoir, qu'on détient, hein, cher ami, hein, tous les leviers donc de pouvoir. Mais cette loi devient donc comme un boulot à la cheville hein, quand on est dans l'opposition, vous comprenez, hein, ça devient compliqué. Alors, oui, cher ami, respectons donc la Cour constitutionnelle, mais sachons aussi que donc ceux qui exigent aujourd'hui le respect de la Constitution aujourd'hui, hein, ou bien le respect donc des décisions de la Cour suprême, ou bien de la Cour constitutionnelle, n'ont aucune crédibilité, puisqu'ils ne l'ont pas du tout appliqué hier. Ils ne l'ont pas du tout respecté. Donc en réalité, ceux qui le disent aujourd'hui, hein, ladies and gentlemen, ils n'ont aucune crédibilité à whatsoever. You know. Voilà un peu la situation donc, de façon donc de nous pour certainement de façon donc ramassée. Le 16 septembre 2025, le ministre ivoirien donc de l'Intérieur a publié donc un télégramme sans équivoque. Pour lui donc les décisions donc du Conseil constitutionnel sont définitives, incontestables et toute tentative donc de recours est donc interdite. Toute tentative de recours interdite. Message clair donc au préfet, au sous-préfet, hein, aucun document donc de contestation ne doit être reçu. Donc, pour lui, c'est une décision irrévocable et aucun député sous-préfet machin ne doit donc accepter donc voilà, le désir donc de manifester. Le message est clair aussi donc à l'opposition. Pour lui, la rue ne serait donc pas tolérée comme espace de contestation, alors que ceux qui le disent hier, ils ont pris la rue pour contester les décisions du Conseil constitutionnel. Ils ont même pris donc des armes pour contester les décisions donc, du Conseil constitutionnel. Voilà un peu, si vous voulez, c'est l'acrobatie qu'on fait le plus souvent et puis l'hypocrisie hein, qui fait que c'est très difficile donc de faire la politique en Afrique. Si vous voulez, en apparence, c'est donc un appel à la Constitution, mais une question donc s'impose. La décision donc du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire est-elle vraiment sans recours et s'applique-t-elle à tous les citoyens? L'histoire récente, si vous voulez, hein, montre le contraire. Je l'ai dit tout à l'heure, en 2000, M. Ouattara et ses partisans ont eux-mêmes contesté, refusé donc une décision donc, du Conseil constitutionnel de la même Cour. En 2010 encore, Laurent Gbagbo a dominé donc le premier tour, mais il a bien eu un bras donc de fer autour donc de la validation donc des résultats. Par fini, le Conseil constitutionnel a déclaré M. Laurent Gbagbo vainqueur. On a vu donc la crise. En clair, cher ami, donc l'application donc de la loi reste donc à géométrie variable selon que l'on soit au pouvoir ou dans l'opposition. Quand on est au pouvoir, puisqu'on contrôle pratiquement tous les pouvoirs, j'ai parlé de 7 à 8 pouvoirs, le pouvoir d'abord législatif, ça c'est donc non, le pouvoir exécutif d'abord, ça c'est donc le président, contrôlé par le RDR devenu RHTP. Le pouvoir législatif, contrôlé par Dama Bitogo, donc le RDR devenu RHTP, avec Kandia Kamara qui contrôle donc le Sénat. Le pouvoir judiciaire avec tout ce que donc, vous voyez, comme des juges, les procureurs, le ministre, et tout ça qui contrôle donc, voilà. Et il contrôle aussi donc la communication avec toutes les chaînes que vous voyez en même temps qui travaillent donc pour le RDR devenir RHTP. Vous voyez, donc voilà donc les 4 pouvoirs qu'on contrôle. Alors, juste là, j'ai ajouté encore 4 autres pouvoirs qui contrôlent. Ils contrôlent donc les finances de l'État, l'économie et les finances, ils contrôlent cela. Donc, ils peuvent l'utiliser à la guise. Ils contrôlent donc la défense et l'armée. Ils peuvent l'utiliser donc à la guise, ça fait donc le 6e pouvoir, vous comprenez. Ils contrôlent la CEI, ça fait 7e pouvoir. Voilà. Ils contrôlent le Conseil constitutionnel, ça fait 8 pouvoirs. Bref, ils contrôlent tout. Ils ne sont pas réellement encore dans une démocratie dans ces conditions. Ça redevient un peu l'autocratie où c'est le pouvoir absolu de celui qui est là. On me dira qu'ils ont obtenu le pouvoir démocratiquement, même si c'est discutable, mais les choses sont claires. Alors, si vous voulez, donc la vraie question est là.
Ce verrouillage actuel protège-t-il vraiment la stabilité ou n'est-il qu'une arme politique pour museler donc la contestation aujourd'hui? On donne l'ordre aux préfets, aux sous-préfets, hein, qui sont donc, si vous voulez, les représentants donc, du chef de l'État dans des régions et des localités, de ne pas du tout accepter donc, qu'il y ait donc des manifestations contre la décision donc, du Conseil constitutionnel. Si vous voulez, donc à un mois donc, de la présidentielle, la Côte d'Ivoire marche une fois encore sur un fil tenu contre la légalité et légitimité. Voyez un peu donc la situation dans laquelle nous nous trouvons, donc, ladies and gentlemen. Alors, encore 5 petites minutes et puis on essaiera donc de revenir un peu donc demain dans cette situation et puis on verra. Donc, nous avons donc résumé de façon donc générale, de façon donc ramassée la correspondance donc du ministre donc de l'Intérieur et même des préfets donc de police par rapport à des manifestations. Il faudrait que toute manifestation soit donc non seulement interdite, mais cassée. Le message est clair, 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 au préfet et au sous-préfet. Aucun document donc de contestation ne doit être reçu. Aucun document de contestation ne doit être reçu. Le message est clair à l'opposition. La rue ne sera pas tolérée comme l'espace donc de contestation. En apparence, si vous voulez, c'est donc un appel à la Constitution, mais, cher ami, c'est une question, la question qui se pose, la décision du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire est-elle vraiment sans recours? Et nous l'avons pratiquement donc répondu. C'est-à-dire, quand on est dans l'opposition, les décisions du Conseil constitutionnel sont donc, il y a des recours, vous comprenez, mais quand on est au pouvoir, on le dit, on brandit comme un joker. Aucune décision, aucune contestation, aucune décision du Conseil constitutionnel ne doit être tolérée. Voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes dans ce pays où il y a tellement l'hypocrisie, hein, et il y a tellement de calculs et des faux calculs. Et ces faux calculs en clair, l'application donc de la loi à Côte d'Ivoire reste à géométrie variable selon que l'on soit dans l'opposition ou au pouvoir. C'est clair. Voilà. Voilà un peu ce que nous voyons. Alors, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent faire certainement un deal pour être candidat et tout ça, que peut-être ils pensent demain pouvoir revenir au pouvoir, c'est des gens qui se trompent. Tous ceux qui ont été donc retenus aujourd'hui pour compétir contre M. Ouattara, ils ne pourront pas aller loin parce que le système est déjà vicié. Ils n'ont aucun moyen de contrôler donc le résultat. Aucun moyen. Parce que, d'après, en aval, ils n'ont pas mis eux-mêmes des structures. Je me souviens autant donc de M. Thiam qui disait que il allait amener donc des experts. Vous comprenez? Et pendant les élections d'exil, dans chaque bureau de vote, ce sont des résultats proclamés dans chaque bureau de vote qui seront donc pris en considération dans ces conditions. Dans chaque bureau de vote, il y aura donc des assesseurs assermentés qui vont contrôler les élections, surveiller les élections et contrôler donc le comptage. Et après chaque comptage, que les résultats soient affichés devant chaque bureau de vote. Voilà une des meilleures manières, les gentlemen, de contester ou bien de surveiller une élection et de faire en sorte donc de limiter donc la fraude. Avoir donc des assesseurs, chaque candidat doit avoir des assesseurs dans chaque bureau de vote et surveiller comme du lait sur du feu le processus et surtout après donc le vote contrôler le comptage donc voilà donc des votes et ensuite signer donc le PV et la proclamation. Parce que, ladies and gentlemen, j'ai supervisé donc des élections et j'ai compris réellement parfois pourquoi ceux qui sont au pouvoir gagnent. Et dans l'opposition, c'est très difficile. Alors, dans le bureau où j'étais, parce qu'en réalité, il n'y avait pas 36 bureaux, hein, dans le bureau où j'étais, l'opposition n'avait pas du tout d'assesseur. L'opposition n'avait pas d'assesseur. Donc, avec un OVD après donc, les résultats, il fallait compter. Mais il n'y avait personne au niveau donc, de l'opposition pour surveiller donc, ce bureau de vote particulier. Vous comprenez? Il n'y avait personne. Donc, le parti au pouvoir qui est là dans ce bureau de vote, s'il voulait donc changer, inverser les résultats, il pouvait le faire. Vous comprenez? Ils pouvaient inverser, ils pouvaient le faire. Ils le font, ils manipulent, et ils peuvent même déclarer sur
dans ce bureau de vote, s'il y a peut-être 1000 électeurs, il peut déclarer que peut-être 990 personnes ont voté. Et sur les 990 personnes, il y a au moins 930 qui sont pour le parti au pouvoir et puis peut-être dispatcher 10 là à l'opposition. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas là pour surveiller. Les absents ont tort. Donc voilà une manière donc de contrôler, cher ami, les résultats. Mais vous savez pourquoi les candidats ne le font pas ou bien les oppositions ne le font pas? Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, très cher d'ailleurs. En Côte d'Ivoire, cher ami, je ne sais pas si ma soeur Eugénie sait, nous avons 24 000 bureaux de vote. 24 000 bureaux de vote. 24 000 bureaux de vote. Donc, un candidat a droit à 2 assesseurs. Donc, si vous multipliez les 24 par 2, ça vous fait 48 000 personnes qu'il faut avoir pendant les élections pour surveiller vos bureaux de vote. 48 000 personnes. Donc, si c'est 48 000 personnes pour le travail qu'ils vont faire, si vous voulez qu'ils soient beaucoup plus à l'aise, peut-être 100 000 francs que vous allez remettre au moins à ces personnes-là, du début jusqu'à la fin. Vous comprenez? 100 000 francs, ça me paraît un chef. Donc, 100 000 francs, vous comprenez? Donc, alors, on va ajouter combien là? Oui, 100 000, oui, oubliez là que voilà. Voilà. Et là, donc, voilà, quand on a ajouté 100 000, voilà. Voilà. Quand vous ajoutez, vous faites les calculs, vous savez combien ça nous fait? Ça fait presque 5 milliards. 5 milliards seulement que vous devez dépenser le jour des élections. 5 milliards. Alors, combien de candidats aujourd'hui qui sont retenus là, on peut avoir au moins 5 milliards? Même Billon, qu'on dit réellement qu'il est l'un des plus riches donc, du pays, mais il ne faut pas confondre que la CIFCA n'est pas contrôlée forcément par la totalité par la famille Billon. La famille Billon a des parts. Billon a sa part, ses frères ont sa part, on leur part. Et il y a une autre personne aussi qui a des parts. Donc, les Billons, peut-être, s'ils ont trop contrôlé dans la CIFCA, peut-être, je ne sais pas si c'est 40%, 30, 50%, voilà. C'est aussi clair, de CIFCA. Donc, même Billon, qu'on dit qu'il est vachement riche, dépenser 5 milliards le jour donc, des élections, ce n'est pas donné. 5 milliards seulement le jour des élections pour les assesseurs. Maintenant, si vous voulez être moins gourmand, au lieu de donner 100 000, vous allez peut-être donner 50 000 francs à ces assesseurs. Parce qu'il y a un autre exemple que j'avais discuté avec des assesseurs donc, dans des bureaux de vote qui m'ont raconté une anecdote. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On les a amenés là-bas pour aller surveiller, donc, pour aller faire leur travail. Et ils arrivent là-bas, à midi, ils n'avaient rien à manger. Ils n'avaient pas d'argent. Le candidat n'a rien donné à ces personnes-là. Ils n'avaient rien à manger. Ils avaient faim. Et le parti au pouvoir avait amené donc des poulets rôtis avec tout ça pour ses assesseurs. Ces gars avaient tellement faim que le parti au pouvoir, ils étaient obligés de négocier et partager leur nourriture avec ses assesseurs. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là ne sont pas déjà... Le fruit n'est pas mûr pour qu'ils acceptent la corruption? S'il y a ces personnes qui ont faim, le parti au pouvoir leur dit, bon d'accord, on va essayer de toucher au moins quelques résultats et on va vous donner au moins peut-être 50 000 francs ou 100 000 francs. Vous pensez que ces personnes ne vont pas certainement contempler cet argent? Voilà. Donc ces candidats-là doivent comprendre, à la limite, pour partager les frais, les 4 candidats devaient donc se réunir. Voilà, c'est les 4 candidats, c'est ça, ils sont 4, hein, je crois que c'est bien ça, 4 candidats, et puis partager donc les frais. Donc, à raison, le nombre d'avoir 5, chacun dépense 5 millions, 5 milliards, et divisons par 4, ce qui fait pratiquement au moins 1 milliard 2. 1 milliard 2 par candidat. 1 milliard 2 ou 1 milliard 3, ou bien 1 milliard 250, voilà, c'est ça, 1 milliard 250 000 par candidat, rien que le jour du vote seulement. Rien que le jour du vote. Comme ça, au moins, ils vont se départager dans des endroits. Ils peuvent certainement, on peut avoir donc les candidats dans des X qui seront là-bas, les représentants des Y qui seront là-bas, et comme ça, ils vont se départager réellement leurs frais. Vous voyez? Donc, voilà un peu donc la situation dans laquelle nous sommes. Rien que le jour du vote, il faut avoir 5 milliards, sans toutefois compter la campagne, sans toutefois compter pratiquement les déplacements, sans toutefois compter tout ce que nous connaissons, ladies and gentlemen, pour tout ce qui est en train donc de se passer. Donc voilà, bref, cher ami, hein, comment les élections se passent et comment les gens réussissent, donc, ladies et gentlemen, à tripatouiller donc les élections le jour donc des votes parce qu'en réalité, les opposants ou bien des candidats, ils viennent faire de la figuration, ils ne sont pas prêts, ils sont pas préparés à cela.
Voilà. Donc voilà un peu donc une partie donc de mon point. Voilà. Ce qui est exact aujourd'hui, on nous dit que le candidat M. Thiam aurait encore déposé un recours auprès donc de l'ONU. Hein. L'ONU contestait donc sa radiation de la liste électorale. Avant de venir donc en antenne, je n'avais pas eu toutes ces informations, même si je l'avais eu, mais je n'ai pas du tout vérifié cette information. Donc, souffrez que je n'en dise pas plus par rapport à cette information. Et puis, on reviendra donc certainement donc demain pour une autre émission, hein, et puis voir si j'aurais donc beaucoup plus d'informations pour vous. Merci beaucoup, cher ami, et puis rendez-vous pour une autre émission. Merci beaucoup, cher ami, Monsieur Félix. Je crois que vous venez d'arriver, mais malheureusement, vous arrivez au moment où Eleanor a déjà, comment, elle a déjà retiré donc la nourriture sur la table. Nous avons fini de manger. Hein. Voilà la bonne nourriture donc de Eleanor. C'est ça ou bien non des génies, c'est ça ou bien Léonce. Voilà la bonne nourriture de Léonce. Merci beaucoup, les gars. Je sais que vous voulez que je reste un peu plus longtemps, mais en réalité, nous avons d'autres obligations. Et puis, seulement, je voulais certainement donner quelques informations. Donc, rendez-vous pour une autre émission, donc demain, et surtout, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Voilà, à très bientôt. Au revoir.